Est-ce que vous êtes prêts? Allez, premier sujet. Premier sujet, première partie. On va faire un mini-jeu. Ça s'appelle la masterclass de l'erreur. On a tous fait des erreurs quand on a commencé ou quand on n'a pas commencé. Encore aujourd'hui, je pense. Encore aujourd'hui. C'est le seul sujet qu'on vous a demandé de préparer un peu à l'avance parce que c'est important de faire ce partage-là. Donc, de vous partager une connerie que vous avez pu faire, mais une leçon aussi, évidemment, derrière, que ce soit d'un point de vue gestion client, d'un point de vue peut-être prod, autre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous allez me dire, parce qu'on vous a juste donné le thème en avance. Qui veut commencer? Allez, c'est parti. Allez, vas-y Thomas. Automatique. Moi, ça rejoint ce que j'ai dit à l'instant, c'est j'ai trop souvent dit oui. Et à un moment, il y a une presta où j'ai dit oui, j'ai envoyé un devis un peu à la va-vite, et j'ai vraiment vite regretté en voyant tout le travail qu'il avait fait derrière. Et revenir vers le client en disant non, en fait, ça va chiffrer un peu plus parce que je m'en sors pas. C'est compliqué. Et tu passes un peu pour le gars qui veut entuber la personne alors que c'est pas le cas, mais juste tu as mal fait tes calculs et revenir dessus après c'est compliqué. Donc j'arrive de moins en moins à le faire, mais c'est quand même compliqué. Ouais. Ça, j'ai l'impression qu'on y passe tous. Hein. Ouais, mais toujours. Clairement. C'est vraiment l'erreur que tout le monde fait, le mauvais chiffrage ou la mauvaise de s'engager vite sur quelque chose. Et de rétro-pédaler, dire attends, mais là, alors soit tu prends sur toi et tu passes beaucoup plus de temps, tu sais très bien que t'es pas rentable, soit c'est marrant, toi j'avais noté quelques heures au cas où vous aviez pas d'idée et elle est dans les erreurs, tu vois. On s'est dit bon, on leur donne 24 heures, mais potentiellement ils ont pas d'idée. Donc on a préparé des backups. On a une estime de nos invités, tu vois. Alors qu'on en a 3 chacun, je suis sûr. Clairement. On a des têtes de turc ici. Clairement. Vas-y Thomas, enchaîne. Moi, je vais d'abord compléter celle de Thomas, parce qu'en fait, elle se rejoignait mon erreur principale, entre guillemets, et dans un niveau plutôt avancé, en tout cas par rapport à mon recul et ma petite carrière. Ça a eu lieu l'année dernière avec un client corpo que je connais très bien dans mon secteur, qui me contacte très régulièrement c'est mon top 3 client, quoi, clairement. Et là, il avait décidé de lever up sa prod en rapport à un truc que moi j'adorerais faire à terme, c'est de la prod un peu plus corpo, type publicité télé. L'inspi principal, c'était les publicités d'Intermarché, je ne sais pas si vous voyez, assez scénarisées avec de l'acting, dans l'émotion, enfin voilà, c'était ce genre de choses. Et en réalité, c'est des budgets à 60, 100K sans problème. Sur certaines prods. Et moi, je me suis dit, on va le faire avec 30K, parce que c'était le budget client. Truc de fou si on arrivait à le faire pour le coup. Et en fait, pareil, c'était un peu la plantade parce que c'était trop nouveau pour moi. Il y avait plein de notions que je connaissais pas, les droits d'auteur pour les comédiens, les agences de comédiens, pas mal de choses. L'équipe technique à mettre en place, c'était hyper important. Et au risque de bâcler potentiellement le truc et de faire échouer un budget comme ça, c'est quand même pas la même pression qu'un budget de 1000, 2000. Voilà, c'est un peu plus touchy. Et la chance que j'ai eue, c'est que en fait, on s'est engagé sur la pré-prod, on s'est rendu compte que le budget était à revoir, donc manque de crédibilité. L'erreur, elle était ici. Par contre, la leçon, c'est qu'au final, l'apprentissage qui a eu lieu avec toute cette préparation-là, c'est énorme parce que je me suis mis en rapport avec des équipes, j'ai gardé des contacts, je sais comment fonctionne une agence de comédiens maintenant, le temps qu'il faut passer là-dessus. Donc si demain ça devait se reproduire, je saurais un peu mieux, clairement mieux le budgétiser. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'est un client quand même fidèle qui a su rebondir avec ce budget sur de la presta corpo qui était vachement plus rentable pour moi pour le coup parce que j'étais tout seul, contrairement à une équipe de 10 techos et 2 comédiens. Voilà, bref, c'était pour compléter un petit peu celle de Thomas. J'ai l'impression qu'on est obligé de passer par ce genre d'erreur, pour rester dans le thème du budget, pour pouvoir apprendre et après derrière mieux gérer la budgétisation, quoi. C'est ça. C'est pas quelque chose que inné, quoi. Enfin, tu peux pas. C'est vraiment au doigt mouillé au début, quoi. Clairement, t'es obligé de passer par là et c'est tellement frustrant. C'est clair. Les premières fois que derrière, en fait, c'est ça, tu le retiens vraiment très facilement, quoi. Puis il faut pas oublier qu'on est indé et qu'on est solo, qu'on ne peut pas tout savoir. Ce genre de projet, c'est des agences de pub avec des agences de prod, avec, c'est énorme, quoi. Donc tout seul, tu te retrouves face à une montagne d'un coup. Ça montre aussi que t'as faim, quoi. Aussi, c'est ça qui est cool. C'est que tu sautes dans le vide et même si tu gères pas, et t'en tires quelque chose, quoi. C'est pas comme si t'avais dit non tout de suite. C'est bon, j'ai peur et j'y vais pas. C'est beaucoup mieux de. Ça dépend de la philosophie de chacun. Il y en a, c'est très purement business. Et moi, j'aime bien allier le côté aussi créatif et business. Et mon idée, c'est que tous les ans, d'essayer de choper au moins un projet un peu ambitieux qui me permet de level up mon niveau de prod. Et si ça passe, c'est trop bien. Et t'en sors nourri et c'est génial. Trop bien. Yanis. Ouais. C'est quoi ton erreur fatale?
J'en ai deux. C'est un peu comme dans une grande famille. Que je vais appeler un peu, tu vois, le cogito. C'est genre plus quand ça vient en fait de toi, de la pensée, tout ça. Et en fait, ça regroupe ce qu'on dit les deux Thomas. C'est ce côté, comment dire. En fait, il faut faire les choses. Et moi, je suis dans la catégorie de personnes qui pensent beaucoup et des fois à tort. Et en fait, on laisse les pensées et en fait, on se rend compte que on a l'impression d'être dans l'action, mais en fait, on est juste en mouvement et on fait pas les choses. Et c'est pareil, en fait, que ces deux cas-là. C'est que quand tu dois estimer quelque chose ou quoi, bah, tu es obligé, en fait, de faire. Ou alors, il faut tomber sur les bonnes personnes. Typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de tomber avec une agence qui m'a montré vraiment les devis avec la marge qu'ils faisaient, m'expliquer tout ça. Il y a des gens bienveillants. Et ce que je veux dire par ce côté cogito, c'était de fait toujours vouloir perfectionner tout le temps, avant de lancer le truc. Et moi, c'était le gros changement. C'était de me dire, en fait, on s'en fout que ce soit naze, on s'en fout que ce soit pas prêt. Parce qu'il y a un truc aussi qui est pas important, c'est que nous, on est des vidéastes, et que ce soit en fait surtout sur le côté technique ou quoi, c'est qu'en fait, on est des utilisateurs forts de ce qu'on fait, surtout de la vidéo. Donc en fait, ce qui pour nous n'est pas parfait, pour des gens lambda sont incroyables. Et en fait, c'est pareil dans tout. Et ça, je l'ai compris en vrai avec le mastermind assez tard. C'est ce côté, en fait, on s'en fout que ce soit pas prêt, que ton produit ou quoi, il soit pas parfait, prêt à 20%. Tente, tu verras. Et en fait, c'est en faisant les choses qu'on apprend. Et c'est vraiment apprendre à couper cette partie je cogite et cette partie je fais. Et vraiment, en fait, avant où j'étais plutôt dans un 70-30 de je cogite et je fais, c'est l'inverse. Je préfère me dire, OK, non, là, maintenant, stop, là, tu fais. Et t'affines avec le temps, quoi. Et t'affines, et surtout, tu t'y tiens. Parce que, comme dit Thomas 2, c'est hyper compliqué parce que tu es tout seul et tu n'as pas ce recul. Et tu vois, typiquement, au début, quand tu testes un petit peu les estimations, les tarifications au doigt mouillé, surtout quand c'est ton début, que c'est des devis qui, pour toi, sont décisifs, même si c'est des devis à 500, 600, 1000 balles, on s'en fout. Mais il y a ce côté de « Ah, est-ce que je suis trop cher ? Est-ce que je suis ci ? Est-ce que je suis ça ?» Terrible. Et c'est terrible parce qu'en vrai, c'est faux et c'est ce qu'on dit en intro. En fait, moi là, ce contrat, il m'a débloqué tellement de choses là-dessus parce que je me suis rendu compte que non, je suis pas trop cher, non, c'est juste que c'est d'autres problématiques et que en fait, il faut que je continue d'apprendre des choses, que ma prospection est bonne et que peut-être faut que je m'améliore sur le closing, etc. Mais il faut faire. Et ça, c'est le meilleur truc. Et le deuxième, quand je parle de cogito, c'est surtout cette notion de parler. Ma plus grosse erreur, c'est au début, quand j'étais freelance, j'avais pas besoin de prospecter parce que je bossais énormément avec des boîtes de prod et tout ça, surtout dans le milieu du live. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que moi, tout content, je prends la décision de partir vivre à Rome avec ma copine et je le dis aux gens avec qui je me suis lié d'amitié, tout ça. Il fallait pas. Il faut apprendre à se taire. Pourquoi ? Parce que en fait, même si les gens étaient contents pour moi, il y avait quand même ce côté de « Ah ben non, le mec est loin et donc du coup, il est plus dispo. » Ça casse. Et du coup, en fait, tout s'est cassé d'un coup comme ça. Et ça, ça a été une énorme leçon de me dire juste tais-toi. Apprends à te taire. Et ça, c'est fou parce que dans le business, tout est éphémère, quoi. Ouais. Et c'est dingue. Et quand tu donnes effectivement des informations comme ça, t'as l'interprétation qui est faite, c'est souvent celle que tu n'imaginais pas, tu vois. Et j'ai un exemple, tu vois, moi qui m'avait marqué quand j'avais commencé ma carrière chez Michael Page, un cabinet de conseil. Il y avait une de mes collègues qui s'appelle Louisa, qui avait les Galeries Lafayette comme client. Super client, ça fait 10 ans qu'ils bossent ensemble. Tu sais, il n'y a pas de contrat d'exclusivité, mais ils ont toujours travaillé ensemble. La galerie et les Galeries Lafayette n'ont jamais cherché à travailler avec un autre cabinet. Parce que Louisa, elle est partie en vacances. J'ai assuré son backup en vacances. Elle a dit à sa cliente, je pars en vacances. Elle m'a jamais appelé. Elle a appelé tout le monde. Ok. Dingue. Tu dis, mais attends, il y a une fidélisation. Mais parce que c'est Louisa et pas Michael Page. Donc en fait, si elle lui avait pas dit qu'elle partait en vacances, par exemple, ce qui n'était pas du tout dans nos process, je pense qu'elle serait d'abord tombée sur moi et j'aurais certainement eu un petit coup d'avance, tu vois. Mais en fait, cette cliente-là, elle s'est dit, Louisa n'est pas dispo, donc en fait, personne n'est dispo pour moi. Donc j'appelle tout le monde. Et c'est fou, parce qu'elle lui a dit, elle avait bien préparé, je pars, mais vous inquiétez pas, Antoine, il va gérer, on travaille ensemble, on a les mêmes process, tout. Rien n'y fait. Comme toi, pour Rome, tu as annoncé que t'es parti, ils se sont dit, mais en fait, c'est bon, il est mort, quoi, tu vois. Et pourtant, c'est marrant parce que dans le salariat, on pourrait croire que les gens mettent juste une étiquette sur un poste et pas forcément un nom sur un poste. Parce que l'humain. Et je pense que c'est encore plus exacerbé pour nous. T'as un truc humain qui est énorme. Genre la fidélisation client, elle passe vraiment par aussi la relation que tu as avec ton client, plus que à niveau égal, je dirais, avec ta prestation et ce que tu proposes. Quand tu as une vraie relation avec un client,
et qui est in fine une relation commerciale, en fait, tu es un individu qui porte une casquette qui représente une marque. Et vous, quand vous êtes à vos comptes, vous avez peut-être les deux, mais c'est plus la partie personne qui naturellement va prendre le dessus. Peut-être au début, c'est aussi la casquette, mais après, naturellement, c'est la personne. Ouais. Ce qui est peut-être moins le cas, effectivement, quand j'ai rejoint Michael Page. Enfin, moi, j'ai rien fait pour qu'il soit déjà leader du marché, que tout le monde connaissait Michael Page. C'était quand même plus facile que quand tu es à ton compte, effectivement. Mais d'où l'importance du côté humain, quoi. Clairement, ouais. C'est souvent aussi, je dirais, un biais débutant de se dire... le business m'intéresse moins que la vidéo purement parce que j'ai l'impression de parler que de chiffres et de vendre, de passer pour un marchand de tapis. Enfin, je pense qu'on l'a tous un peu pensé au début. Et quand tu commences à intégrer cette notion d'humain, de relation client et tout, tu vois le business complètement différemment. Et perso, moi, c'est ce qui me plaît quasiment autant que de produire des choses. C'est aussi le contact. C'est pour ça que j'aime bien le rendez-vous physique. Enfin, ça fait partie du truc. Ouais. Et pour revenir là sur ce que tu disais, je trouve que dans la vie, mais que ce soit dans le business ou même dans ta vie personnelle, tu gagnes tout le temps à te taire. C'est super dur de le faire, mais en réalité, regarde, tu rentres dans une pièce, t'es le plus idiot de la pièce, vaut mieux se taire pour que personne ne le sache. Tu rentres dans une pièce, t'es le plus intelligent de la pièce, t'as un coup d'avance si personne ne le sait, tu vois. Et en fait, tu gagnes toujours à ne rien dire. Et moins les gens, enfin, tu sais, il y a l'expression un peu bateau là, pour vivre heureux, vivons cachés. Et elle est tellement vraie en réalité. C'est vrai. Et c'est impressionnant. Et tu vois ce que tu viens de vivre, c'est un peu ça. Mais c'est très dur, hein, franchement. En général, on a tous une sorte d'ego où tu as juste envie de parler fièrement de ce que tu fais, d'être un peu la fleur au fusil, surtout quand tu arrives et que tu débarques. C'est clair. Surtout quand tu vis la nouveauté, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et ouais, c'est ça. Tu perds toujours à donner de l'information. Ouais, c'est ça. Un des trucs en rapport à l'échec que j'ai pu vivre moi en début, quand je suis revenu surtout de Paris à mes Ardennes profondes, c'est j'ai voulu la fleur au fusil arriver auprès de toutes les boîtes de com et de prod en mode coucou, je fais de la vidéo, vous n'avez pas de service vidéo, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Et en fait, je me suis retrouvé face à des gens, pas tous, mais qui se sont imposés en mode moi, je suis là depuis longtemps, mon gars, mon service vidéo, je vais l'avoir, t'inquiète. Peut-être que je leur faisais peur aussi par ce que je faisais, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai trouvé une concurrence un peu plus malsaine, mais c'était surtout que je me faisais une fausse idée aussi de la concurrence. Je me mettais vachement d'attention là-dedans, alors que dès que j'ai commencé à travailler, en fait, j'en avais plus rien à faire. Et chacun fait son truc dans son coin et tout le monde a des marchés différents, des clients différents, donc ça marche. Mais un des biais, c'était peut-être de trop focus là-dessus et de pas, du coup, prendre trop de temps à travailler, mais à me dire, la concurrence, tiens, lui, il pète le marché avec des prix bas, tiens, lui, machin. Je pense que ça vaut pas le coup, en fait. Faut juste faire son truc. Ouais, c'est ça. Mais la concurrence dans le milieu de la vidéo, c'est pas forcément un vrai sujet, dans le sens où on est tous limités dans le nombre de prestations qu'on peut prendre. Et en fait, on a plus intérêt à s'entraider pour que chaque entreprise ait un besoin important en création vidéo, que ça devienne assez indispensable. Et en fait, tu remarques que moi, j'ai aussi cette vision de la concurrence de plus on se tient la main et on avance. Et dans le monde de la vidéo, je trouve que c'est ultra parlant parce que si toi, tu as, je sais pas, avec les projets que tu mènes, 10 clients l'année, en fait, tu pourras difficilement en prendre 15, tu vois, sans augmenter tes frais de fonctionnement de manière drastique. Donc automatiquement, je trouve qu'on a tous cet intérêt-là. Mais ça, c'est un truc un switch qu'il faut avoir et comprendre, qu'il y en a plein qui n'ont pas et qui ne comprennent pas. En fait, tu le comprends quand tu commences à bosser avec des agences de com, des gens qui te font full confiance, avec qui tu deviens hyper régulier dans l'émission. Et en fait, tu comprends que chacun cède et que en fait, tu as besoin de partenaires, pas de concurrents, quoi. C'est ça. Et plus tu vas travailler, plus tu vas être légitime aussi à te dire c'est bon, j'ai tel type de client, je peux en laisser d'autres pour d'autres personnes. Et dès que tu t'expertises, c'est tellement plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus fluide. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, non? On est dans les citations, là. Elle est classique, mais elle est vraie, celle-là. Citation.fr, là. Je l'ai allumé sur le téléphone. On a racheté les droits, justement. L'hébergement, là, on est bien. Ça coûte cher, hein. C'est clair. C'est pas Eden.fr ou un truc comme ça. Les citations preneurs. Les citations preneurs. Et c'est vrai, dans un mindset, effectivement, concurrence, vous raisonnez comme un concurrent, vous allez récupérer une part de marché, mais vous ne faites pas grandir le marché. Si vous êtes effectivement dans cette logique de partenariat, surtout dans le marché de la vidéo, en fait, vous faites grandir le marché parce qu'il n'est clairement pas mature encore. Il y a encore tellement de place. Et c'est vraiment ça. C'est plus intéressant de garder sa part de marché, mais qu'elle grandisse en même temps que le marché, que plutôt de se batailler pour un petit bout, quoi. Et ça, je pense que c'est le jour où on le comprend. Ça change tout, en fait, dans les collaborations. Guillaume, c'est quoi ton erreur? Ah ouais, mon erreur. Il y a un gap là. Attends, j'avais pas prévu. Alors moi, c'est attends, j'ai pas de citation, j'ai pas préparé de citation. Moi, c'est m'associer avec les mauvaises personnes. Non, alors attends, j'ai noté plusieurs trucs.
Après, j'ai tellement livré de trucs. Moi, j'en ai une si tu veux, je te laisse réfléchir. Vas-y. Moi, j'ai commencé ma carrière donc chez Michael Page, j'avais un manager, j'avais un N+2, N+3, process, difficile, peu d'inconnus, difficile de se planter. Donc j'enchaîne les rendez-vous clients, toujours avec mon manager. Puis là, j'ai un rendez-vous client de validation avec mon manager chez PMU. Donc j'y vais, 30 minutes de métro pour y aller, il fait chaud, canicule, avec mon manager, tout va bien. Je me dis normalement ça va se faire, ça fait quelques mois que je fais des rendez-vous clients, en totale autonomie, ça va le faire. J'arrive, je vois pas PMU à l'adresse. Je me dis bon, ils sont peut-être, tu vois, ils vont cacher. Je rentre à l'accueil, non, c'est pas ici. Okay. Ils sont plus là. Ah mince. Ah, et ils sont où? Ah bah ils sont pas là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'avais mon interlocuteur au téléphone, quand j'avais pris mon rendez-vous, j'ai jamais validé l'adresse postale. Ok. C'est drôle parce que c'est vraiment le truc bateau, mais avec une conséquence. Mais conséquence terrible. Donc 1 heure de perdu minimum. Mon manager qui peut rien valider. Street cred dégueulasse. Exactement. Mon client qui m'attend. Terrible. Toi qui est en retard. Ah ouais, je peux pas y aller, c'est à l'opposé quoi. Ah oui. Terrible. T'es en sueur. Ah, je suis vraiment pas bien. Je me dis, je vais me prendre un sale coup, tu vois. Et un truc con. Mais tu vois, mais t'apprends tellement. Et tu te dis qu'en fait. D'où l'importance, tu vois, comme tu disais, de pas trop parler, de pas être confiant, de pas se dire, bah vas-y, en fait, tout est fluide, c'est tout le temps le même scénario, tu vois. En fait, toujours les basiques, les bases, toujours validées, tu vois, l'adresse postale. Parce qu'aujourd'hui, on fait des rencontres qui s'appellent les prospections en gang le vendredi. En fait, on prospecte tous ensemble. T'es très moteur d'ailleurs, Yanis. Et en fait, les gens prennent des rendez-vous clients au téléphone. Et moi, dans le chat, je donne des billes pour progresser dans l'appel. Et un réflexe que j'ai maintenant systématiquement, c'est valider l'adresse postale. Parce que même 9 fois sur 10, ce sera bon, même plus, 99 fois sur 100, ce sera bon. Mais il suffit d'une fois pour que tu aies l'air vraiment con. Quoi, tu vois. Terrible. Et ça, c'est peut-être une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire. Et c'est quoi vos plus gros... le truc qui vous a vraiment tellement marqué sur l'instant que vous ferez plus jamais l'erreur, quoi. Ça peut être un truc bateau. Moi, je sais qu'une fois, j'ai oublié... j'ai écrasé une carte SD enfin voilà, le truc horrible qui te stresse tellement, c'est le cauchemar du vidéaste, quoi. Tu formates une carte sur un truc que tu peux pas refaire. Ça, je sais que maintenant, double slot, je check. C'est un truc très technique, mais ça peut aussi être un truc business. Est-ce que vous avez des trucs comme ça? Ouais, moi, j'ai deux trucs. Le premier message, je l'ai déjà raconté, c'est que j'avais oublié de brancher le câble du son. Donc ça, c'est un truc maintenant qui me hante, tu vois. C'est dans une interview, il fallait un peu aller vite, et j'ai oublié, et je le vois en plein milieu de l'interview, tu vois. Genre, je suis en plein milieu, je vois que le câble n'est pas branché, je me dis... Et parce que tu n'avais pas de retour audio. Je suis allé vite, j'ai pas checké. Or maintenant, je suis un maniaque de checker ça. En tout cas, je l'étais, ça c'est vraiment important. Et l'autre truc, c'est que j'avais un bureau... je sais pas, je vais essayer de le décrire, mais où tu pouvais mettre la carte SD dans le bureau si tu veux. J'avais bricolé un truc, donc la carte SD dépassait un petit peu. Et un jour, je me lève vite, et tu imagines bien ce qui arrive, j'explose la carte SD. Et effectivement, là, j'avais ce process de faire des sauvegardes. Mais tu vois, ça, c'est le genre de signe où je me dis, il faut vraiment faire des sauvegardes. Tu peux pas te dire, vas-y. J'en fais pas et du coup j'ai désinstallé ce truc qui est horrible en fait parce que je me dis si c'est arrivé une fois ça va arriver 2 fois donc ça veut dire c'est les trucs un peu techniques business qui sont débiles tu vois mais qui peuvent vraiment du coup ça impacte clairement le truc parce que tu peux te foirer la presta complète tu peux et puis ça peut rebondir vachement vite ce genre d'erreur imagine t'es en train de dérusher t'es en train de dérusher tu fais ça et tu dis au client écoutez faut refaire le tournage même si tu l'offres, même si vraiment ton image elle est dégradée, clairement. C'est ça que tu vois souvent que la valeur de ce que tu as dans le sac à dos, c'est ce qu'il y a dans la carte et pas forcément l'appareil en soi qui casse ou quoi. C'est vraiment ce qu'il y a dans la carte, quoi. Quand tu reviens avec un sac chargé de cartes d'une journée de rush, t'es pas bien, t'as intérêt de le backup. T'as pas de backup vite. Tu penses à la compte qui l'a versé déjà. Tu fais la compte. Putain, j'ai la compte et je suis en négatif. Voilà, je vais pas lui rendre. Je suis vraiment négatif. J'ai une dette. On a des vidéopreneurs qui sont partis au Panama, comme ça. Tu vois, ils sont jamais revenus. Ils se sont barrés. C'est quoi les conseils justement pour éviter que ça arrive, ça? La checklist. Clairement. J'ai déjà dit. La checklist, bon après, c'est
Moi, je pense que la technique, c'est vrai qu'on en parle peu ici dans le mastermind ou chez les vidéopreneurs, mais c'est en fait la technique à la base pour servir l'artistique et servir le business. En fait, il faut se former aussi, quoi. Tu vois, typiquement, l'erreur de ne pas avoir écouté l'audio, c'est vrai que c'est des automatismes à adopter direct. Et en plus, on a déjà suffisamment de casquettes techniques, de sous-métiers à gérer. Il faut se former au moins sur les bases pour pouvoir éviter ce genre de trucs. Alors la checklist, moi j'étais magasinier à une époque et ce qui m'a formé là-dedans, c'est de me dire, je vais monter mon setup avant de tourner chez moi sur trépied, comme si je tournais mon interview, par exemple, dans le cadre d'une interview. Mais je monte tout, quoi, et j'allume tout, genre même ma lampe, tout, et je sais ce qui me manque, un accessoire, un truc, machin. Au-delà de la checklist qui est dans mon sac, et souvent on fait tac, on prend, on met, au moins si j'ai un problème de pile, un truc, machin, je le sais parce que j'ai tout allumé, quoi. Donc checklist et tester votre matos, ça aide déjà. Ouais, c'est ça, mais ce qui est important dans le truc du son, par exemple, c'est horrible parce que l'erreur, c'est toujours ça. C'est vraiment des erreurs d'inattention, dans le sens où tu as oublié quelque chose. Si tu sais que tu es en train de faire une erreur, tu te dis je vais aller plus vite. Et c'est vrai que c'est un peu ce que tu disais, c'est 99 fois sur 100, tu n'as pas besoin de vérifier le son, il va être bien, tu vois. Mais il suffit d'une fois. C'est qu'en fait, c'est des erreurs il suffit d'une fois pour passer pour un idiot fini, quoi. Ça. Donc effectivement, maintenant, j'avais checklist, j'ai tout à faire. Donc moi, déjà, j'avais mon matériel entier en checklist. Et du coup, la veille, je vérifiais tout mon matos, j'ai besoin de ça, machin. Pareil, j'avais un process de après les tournages, brancher les batteries, des trucs comme ça. Voilà, tout ça, et ça maintenant je respecte à la lettre, parce que les batteries, c'est rigoureux. Très rigoureux aussi. Moi j'ai vu une erreur trop souvent faite, c'est les batteries, il n'y a pas assez de batteries. Donc le mec il a plus de batterie, et il est en presta, et je l'ai vu, à chaque fois je suis avec d'autres collègues d'autres boîtes, et je vois, il me dit j'ai plus de batterie, je fais comment? Je fais comment? C'est un peu tard là. Je me dis mais t'as combien de batteries quand tu vas en presta pour 2-3 heures? Il fait bah j'en ai 2. Bah 2 ça peut suffire, mais si tu filmes en 4K ça va vite, tu vois, c'est un mode. Moi j'en ai 10 dans mon sac, mais au cas où chargé au bloc, c'est obligatoire. Et je dirais aussi, pareil, encore une fois, quand j'étais magasinier, il y avait des GRI donc qui partaient sur le terrain, mais des GRI c'est des journalistes qui en fait s'en tapent un peu du matos, quoi, dans l'entretien ou dans la gestion. Et on leur prépare des petits packs bien sympas et tout avec des batteries machin, et on met tout le temps un chargeur batterie, en fait, parce que les mecs ils partent sur 2-3 jours faire de l'interview, du sport, des machins. Mais si tu as tes 2-3 batteries, tu te sens confort. Les mecs, souvent, ils laissent le chargeur parce que ça leur fait du poids dans le sac à dos. Et une fois sur 10, ils reviennent en mode j'ai pas fait mes rushs, j'ai pas de batterie. Je t'avais mis un chargeur, mon gars. Mais en fait, garde le chargeur avec toi et tu sais jamais, tu le branches dans un coin, ça te sauve la vie, quoi. Surtout que c'est pas lourd, tu vois. Bah oui, ça. Non, c'est pas de place. Mais c'est un peu la règle de. J'appelle ça un peu la règle du plus 1. C'est t'as ta checklist et tout, mais en fait, on est dans une prestation qui est quand même liée à l'instantané et à l'imprévu. Et c'est la loi de Murphy, un tournage, ça se passe toujours mal. Du coup, il faut toujours partir de ce principe-là et se dire, ok, j'ai tout le setup qui est fait. Typiquement, ce que fait Thomas, c'est trop bien, de pré-checker un peu tout installer. Et après, aussi en amont, c'est toujours se dire de quoi j'aurais besoin en plus. Même si c'est environ 20%. Et ça peut être tout bête, mais ça peut être une diff, par exemple. Parce que des fois, tu peux arriver sur un lieu et dire, mais en fait, là, c'est immonde. Bah, t'es content d'avoir ta diff, même si elle te servira pas... elle te servira genre une fois sur 10. Et pareil, niveau stockage, c'est la même chose. Tu backup, mais en vrai, moi j'aime bien faire des doubles backups un peu sécurisés, surtout qu'un disque dur. Un disque dur, c'est naze. Faut arrêter ce délire de... Je vous garde les rushs pendant 10 ans sur disque dur. C'est ça. C'est le meilleur moyen de passer pour un gros naze, parce qu'au bout de 5 ans... Bon, après, oui, ça demande de l'investissement, mais... Faut en ligne, c'est plus simple. Un NAS, c'est un truc sympa, quoi. Ouais. Un NAS, Bon, stockage sur bande LTO, mais ça commence à coûter cher. En vrai, le mieux, c'est la mémoire, c'est important. On a l'impression de perdre de l'argent quand on investit là-dedans, parce que c'est du disque dur, quoi, ça fait chier. Mais c'est hyper important. Et il faut backuper le backup, quoi. Un NAS, c'est backupé. Bon, si t'as 2 disques qui crachent sur un NAS, c'est mort. Donc, le mieux, c'est de backuper ton NAS en dehors de chez toi, dans le cloud ou je sais pas où, ou chez ta grand-mère si t'as un deuxième NAS. Mais au moins, t'as un incendie, on te vole, voilà. En vrai, il y a... Et tu fais... Et en général, tu essaies d'estimer en fonction de combien de temps tu vas garder les choses. Si tu de l'importance. Tu gardes ça 1 ou 2 ans, ok, de disque dur, c'est fine. Et après, plus tu montes, plus tu dis, ok, là j'ai besoin de ce NAS. Et comme ça t'évite aussi dès le début. J'ai l'impression que c'est aussi le syndrome du vidéaste, c'est d'investir dans trop de trucs pour rien. Et du coup, des fois, tu investis dans des infrastructures de zinzin. Et tu te dis, en fait, très sincèrement, qui a besoin que je lui stocke ses fichiers pendant 10 ans, tu vois.
C'est joli sur le devis, mais en vrai, concrètement. Useless, carrément. C'est aussi de l'importance des rushs, parce que franchement, Chanel, c'est sur 3 disques durs externes. Il y en a un qui est planqué dans un placard, il y en a un qui est sous le lit. Enfin, vraiment, si je fais cambrioler, je veux aucun risque. J'ai acheté un nouvel appart, il y a juste des rushs dedans, je veux dire. C'est dans la voiture. Sinon, il y a le coffre à la banque. C'est ça. J'ai acheté une banque d'ailleurs. C'est important. Mais attention aussi, il faut rester humble vis-à-vis de tout ce qui est checklist et tout. C'est-à-dire que moi, je faisais moins d'erreurs quand j'étais débutant que maintenant, des fois, par habitude. Mais c'est ça. C'est ça qui te flingue. Il faut rester humble. Et tu fais. C'est un peu comme le trajet du quotidien que tu connais par cœur, et c'est là où tu as le plus d'accidents. C'est vraiment ça. Je le maîtrise. Ouais. Pas du tout. C'est ça. De toute façon, pour faire une autre citation, si tu oublies les fondamentaux, eux, ils t'oublient pas. Ah, c'est clair. Ils te rattrapent. Faut les noter celle-là. Il va tout les noter, clairement. C'est terrible. Ça, je l'ai en tête. Et alors, des petites punchlines.